Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous. Le magazine Le Top Presse, rémunération supérieure à recettes, reddition des comptes du budget 2019 qui délivre ses secrets, présidence de la République qui répond sous fond de consultation présidentielle. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Christian. Monsieur José Sélé Yalagouli, ministre des Finances, est l'invité de ce magazine Top Presse pour répondre aux questions de Willy Kalengai, Géopolis, Patient Ligodi, Actualité.cd, ainsi que Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur le ministre, vous n'avez pas recueilli les avis de la Cour des comptes et vous publiez des comptes qui font beaucoup de bruit et de contestation. Est-ce que cela n'entame pas la crédibilité de la démarche? Je rappelle que nous sommes dans la phase reddition des comptes avant application d'un nouveau budget, que c'est le ministère des Finances qui doit établir ce qui a déjà été effectué. La présidence de la République est montrée du doigt. Elle a réagi hier sur Top Congo. Elle a déclaré qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans le chef du ministère des Finances, du ministre des Finances. Oh, merci pour la question, mais alors il faut que nous partions d'un certain nombre de précisions. La reddition des comptes fait partie des prérogatives constitutionnelles du ministre des Finances. Et conformément à la loi, avant que le Premier ministre puisse présenter le budget de l'exercice à venir, donc en l'occurrence, celui de 2021, il faut que le ministre des Finances passe rendre compte de ce qui a été fait, des ressources publiques collectées et dépensées pour le dernier exercice clos. Et il s'agit en l'occurrence de l'exercice 2019. Il est bien entendu convenu, aussi conformément aux termes de loi, que la Cour des comptes, qui est l'organe technique, le conseiller du Parlement, puisse émettre évidemment des avis. Nous avons d'abord dans un premier temps accusé des retards, pas du fait du ministère des Finances, parce qu'on avait déjà déployé des équipes sur le terrain, comme je l'ai dit. La reddition des comptes veut dire qu'il faut s'assurer sur base des données disponibles au niveau du compte général du Trésor, mais comme les ressources sont consommées, utilisées aussi bien à l'intérieur, sur le territoire national qu'à l'extérieur du pays, dans nos postes consulaires et diplomatiques, donc il fallait que les équipes partent. Malheureusement, du fait de la pandémie, et ça vous le savez, les frontières étaient fermées, aussi bien au niveau national qu'à l'international, et donc les équipes se sont finalement déployées au mois de mars pour disposer de ces chiffres-là. Nous avons remis ces documents donc, à la Cour des comptes, je crois depuis le 2 novembre, pour que la Cour des comptes puisse émettre un avis. Dire que la Cour des comptes n'a pas émis d'avis, non. La Cour des comptes a accueilli les documents, a recueilli d'abord ces documents, et la Cour des comptes a dit qu'elle est en train de délivrer des détails techniques pour pouvoir certifier ce qui est là. Et ces discussions vont continuer au niveau de commissions, des sous-commissions, donc de la sous-commission, en fait de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Mais je ne vois pas où se trouverait la mauvaise foi du ministre des Finances pour pointer. Quand vous dites que vous avez déposé ça le 2 novembre et que le 11 novembre, cela se retrouve déjà en discussion à l'Assemblée où du côté de vos partenaires du cash, on dit qu'il y avait certains députés qui étaient préparés, pas forcément grands financiers, pas forcément férus d'économie, avec le chiffre d'une rubrique 14 100% de dépassement rien que dans les voyages du chef de l'État. Est-ce qu'il n'y avait pas plutôt là matière à attendre que la Cour des comptes rende ses avis, que la copie de la Cour des comptes soit celle qui soit rendue publique? Alors, deux choses. La première, c'est que la problématique des dépassements, il faut dire, Christian, que de tout temps, il y a toujours eu des dépassements sur un certain nombre d'institutions. La présidence de la République, la primature, le ministère des Finances, le ministère de la Défense nationale. Maintenant, quant à ce qui concerne la hauteur, donc je crois que c'est encore sujet à débat, donc on peut toujours en parler. Ça, c'est la première des choses. Donc, je ne suis pas là pour fustiger donc, que la présidence ait consommé beaucoup plus que ce qui était prévu. Deuxième chose, je viens de le dire, les discussions techniques sont en train de se tenir au niveau de la sous-commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Donc, c'est le moment justement que la Cour des comptes est en train de verser ses avis techniques. Et je pense que pour tout service qui estime être pointé des doigts, c'est le moment d'aller contester les chiffres sur base, évidemment, de ce que vos comptables intérieurs
dispose, parce que la présidence dispose d'un comptable d'État qui doit produire des chiffres en contestation ou en confirmation. Mais la problématique, il faut retenir ceci, Christian. Le ministre des Finances, son problème, ce n'est pas de fustiger tel ou tel chiffre, c'est de rendre compte de ce qui a été utilisé sur base des données produites par les services de la direction du Trésor, de la Banque centrale et des comptables publics se trouvant au niveau de chaque service, utilisateur de crédit budgétaire, c'est tout. Je vais reciter l'émission d'hier, conseiller principal économique du président de la République. Avant, par exercice, il eût fallu, selon lui, qu'il y ait réunion avec notamment la présidence de la République. Non, archi faux. La Cour de compte n'a, disons que la reddition des comptes. Vous savez, j'ai toujours dit, avant de se prononcer sur quelque chose, il faut se documenter pour savoir. La Cour de compte n'a pas à se réunir avec la présidence, le ministère des Finances n'a pas à se réunir avec la présidence. Nous collectons, la reddition des comptes, c'est une collecte d'informations, des données chiffrées, des comptables publics, sur ce qui a été, d'un côté, il n'y a pas seulement la partie dépenses, la partie recettes ou ressources, ce qui a été donné comme assignation aux services mobilisateurs de recettes, que sont les 3 régies financières, et de l'autre côté, comment ces ressources ont-elles été dépensées? Et ces données, on en dispose auprès des comptables. Mais les diligences ne disent pas qu'il faut aller dans une confrontation. Voyez-vous, moi je pense que c'est pas nécessaire, à mon avis. Non, peut-être que il y a un argent qui est prévu, il y a un argent qui est décaissé, il y a aussi un argent, parce qu'on parle de 57 milliards pour la présidence, ce qui était prévu le budget, on en arrive à 200 milliards, on parle aussi du chiffre de 300 milliards engagés. Est-ce que pour que tout le monde soit d'accord, il n'était pas nécessaire, c'est en tout cas ce que lui aurait souhaité, il a parlé d'ailleurs de coutume en la matière, il y a pas vous voyez au préalable. Non, il n'y a pas de coutume dans ce sens-là. Lisez les textes. La reddition de comptes, c'est un exercice des collectes d'informations. Et conformément à la Constitution, le ministre rend compte aux 2 chambres du Parlement. Il rend compte aux 2 chambres du Parlement, qui est l'autorité budgétaire, avant. Mais dans tous les cas, pourquoi on fait la reddition des comptes? C'est pour 2 raisons. D'abord, pour s'assurer que les ressources ont été utilisées correctement. Et deuxièmement, c'est une loi. La reddition du compte s'érige en loi pour rectifier, approuver donc les crédits qui ont été dépassés et essayer de corriger en termes de... C'est pour ça justement que ça passe d'ailleurs avant l'exercice budgétaire prochain pour corriger... En projection du budget. En projection, on s'est dit que futur. Probablement, peut-être qu'on avait moins prévu pour tel service et qu'il faut corriger. Voilà. Patient Ligodi, actualité.cd. Expliquer et rendre compte, on a l'opportunité de vous avoir aujourd'hui, mais il y a également beaucoup de questions qui ont été posées. L'une de ces questions, c'est qu'on voudrait savoir, que répondez-vous à ceux qui disent que l'explosion du budget 2019 sur la ligne présidence de la République est également due à la prise en charge très coûteuse de l'ancien président Joseph Kabila? Non, mais absolument pas. Vous savez que... je peux vous dire d'ailleurs que la ligne qui prend en charge l'ancien président, je crois que ça ne marche pas sur le budget de la présidence. Je crois que c'est sur le budget du ministère. En fait, c'est au niveau du ministère du budget qu'on impute ça. Voyez-vous, il en est de... il n'y a pas que ça, il y a également les anciens premiers ministres. Il y a une loi qui les autorise à percevoir, je crois, des indemnités. Et donc... ça émarge plutôt du ministère du Budget et pas de la présidence de la République. En termes de dépenses, justement, ils ajoutent que les dépenses à la présidence de la République sont telles qu'aujourd'hui, c'est comme si on avait 2 présidences en termes de ce que ça représente dans le budget global. Non, absolument pas, c'est faux. On a une seule présidence. Il faut dire qu'il y a un seul président de la République et la présidence, ce n'est pas une institution. La présidence, c'est un service qui accompagne le président de la République. Il y a une seule présidence. Mais en termes de dépenses, est-ce que ça ne gêne pas, justement, vous qui gérez ces secteurs-là, ça ne gêne pas que l'ancien président de la République coûte autant à la République? Mais écoutez, c'est pas moi. Dans tous les cas, ce sont des prévisions qui ont été... Vous savez, en ce qui concerne la politique salariale, c'est décidé au niveau du ministère du Budget et c'est voté par le Parlement. Voyez-vous, le ministère des Finances se trouve
au pôle où il exécute cette politique qui a été conçue par le ministère du Budget et qui a fait l'objet d'un vote au niveau des deux chambres du Parlement. De tous les temps, vous l'avez dit, les dépassements budgétaires, c'est toujours la présidence, la primature, de grands ministères comme les finances. Comment vous expliquez ça? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que je crois que c'est d'abord un problème de prévision, parce que vous le savez, le budget, c'est une série de prévisions, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Il s'est fait que lors de l'exécution budgétaire, il y a beaucoup d'impondérables qui, tant que nous ne sommes pas encore dans ce qu'on appelle le budget programme et puis le budget pluriannuel, nous allons toujours faire face à ces aléas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple. Vous avez un week-end, il y a une urgence humanitaire qui se déclare dans une partie du territoire parce qu'il y a eu des pluies diluviennes qui se sont abattues. On ne peut pas passer pour venir en secours à nos compatriotes victimes de telles calamités, passer par les procédures de chaîne de la dépense. Et donc, il se peut que des dépenses soient immédiatement autorisées en faveur de la présidence pour intervenir. Parfois, il est demandé que ce soit le comptable qui est affecté au niveau du ministère des Finances qui puisse percevoir les recettes et donner, les ressources nécessaires et donner pour pouvoir rencontrer ce type de difficultés. Mais pourquoi seulement la présidence? Pourquoi seulement la primature? Pourquoi seulement les ministères comme les vôtres? Oui, mais justement, c'est pour éviter que, comme je vous ai dit, l'urgence, voyez-vous? Donc il y a d'urgence que dans ces secteurs-là? Non, c'est un problème opérationnel. Parce que le budget s'exécute comment? Le budget s'exécute par toute une série d'engagements. Il y a des règles budgétaires. Il faut commencer par l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et les paiements. Et donc, c'est pour des raisons techniques que pour des raisons institutionnelles. Voilà. Ce sera peut-être la dernière question pour cette série. Pourquoi, selon vous, aucun responsable politique n'a jamais été sanctionné pour les dépassements budgétaires? Bon, écoutez, d'abord, l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. C'est le Parlement et cette question, je crois que c'est beaucoup plus au niveau du Parlement qu'il faudrait poser la question. Mais une autre tentative de réponse à cette question, c'est aussi que si les raisons des dépassements sont acceptées par l'autorité budgétaire, c'est-à-dire par le Parlement, lors de l'exercice de la reddition des comptes, pourquoi il faut sanctionner? Si les raisons sont valables et sont acceptées. Aujourd'hui, le Parlement pourrait sanctionner la présidence de la République, elle n'en a pas le pouvoir, la primature et tous ces ministères, notamment celui, c'est la grosse question, les 730% de dépassement du ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. Christian, je viens de donner cette réponse-là à Patient Ligodi. Je dis que l'exercice de la reddition des comptes, c'est un exercice des rétablissements de la vérité. Et donc, les discussions continuent de se tenir au niveau de la Commission économique et financière, tous les services en recette aussi, c'est-à-dire que les régies financières vont justifier pourquoi elles n'ont pas atteint, et si les raisons sont acceptées, le Parlement prend acte et vote la loi. Il en est de même en ce qui concerne les dépenses. Donc il faut que chacun justifie pourquoi ces dépassements, et si c'est validé, le projet est voté et donc ça devient une loi. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur le ministre, juste une question de précision tout d'abord. Est-ce que ce projet de loi a été débattu en Conseil des ministres? Mais écoutez, ça fait un certain nombre de temps que le projet de loi, en fait, disons que les conseils des ministres ne se tiennent plus, mais... Ça fait 2 semaines seulement. Oui, mais... On parle de reddition des comptes depuis bien longtemps. Oui, non, mais la reddition, le document a été apprêté, donc il y a environ donc juste après, ou pendant la période où on n'avait plus de conseil des ministres, mais j'ai pris la disposition d'envoyer tous les volumes nécessaires, aussi bien à la primature, auprès du Premier ministre chef du gouvernement, à la présidence de la République, au ministère du budget, donc tous les services centraux en ce qui concerne d'abord les recettes, mais également ma hiérarchie, c'est-à-dire la primature, mais également la présidence. La présidence dit pourtant ne l'avoir reçue qu'hier. Non, c'est archi faux. C'est Marcelin Bilomba qui l'a dit. Disons que les accusés de réception font foi, vous pouvez vérifier. C'est depuis le même jour où on a déposé les documents à la Cour des comptes, le même jour,
Donc le 2 novembre, c'est parvenu à tous les services. Je reviens justement sur la Cour des comptes parce que je voudrais que vous soyez plus précis sur la question vous posée par Christian Nsakweno. Vous dites avoir déposé à la Cour des comptes le 2 novembre. Tout à fait. Et le 11, vous avez déposé à l'Assemblée nationale et vous avez souligné tout à l'heure que les remarques techniques de la Cour des comptes suivraient au niveau de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Mais Marcelin Bilomba vous accuse d'avoir violé les articles 84 et 87 de la loi sur les finances publiques parce qu'il fallait en amont attendre les avis techniques de la Cour des comptes avant d'aller déposer le projet de loi à l'Assemblée nationale. La Cour des comptes a fourni des avis, mais la Cour des comptes dit au stade actuel, je ne suis pas encore en mesure de me prononcer sur la certification que je vais verser au niveau des commissions. Dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, parce qu'il faut repréciser cela. Le projet a été jugé recevable, il est en cours d'examen. Oui, mais il n'a pas respecté la procédure, monsieur le ministre. Oui, mais je parle de la procédure. Je parle de la loi. La procédure a été respectée. La Cour des comptes a été bel et bien saisie. Mais elle n'a pas émis ses avis techniques. Mais les avis, c'est ce que prévoit la loi. J'ai dit que les avis sont émis par la Cour des comptes, mais la Cour des comptes dit, au stade actuel, j'attends verser mon... Parce qu'au fait, le problème, il faut dire que la Cour des comptes ne verse pas seulement des avis techniques, la Cour des comptes certifie. La Cour des comptes dit, voilà les avis, mais en ce qui concerne la certification, j'interviens lors de travaux en commission. La Cour des comptes n'a pas dit qu'elle n'ait pas d'avis avec cette loi. Et ça a été respecté, les procédures. Donc la seule raison pour laquelle cela n'a pas été traité, débattu en Conseil des ministres, c'est que vous ne tenez plus de conseils depuis quelques semaines. Mais c'est tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le faire? Donc s'il y avait des conseils, mais j'ai saisi aussi bien, comme je vous ai dit, la primature et la présidence ont bel et bien été saisies. Monsieur le ministre, est-ce qu'un pays comme le Congo, avec tout ce que vous avez déploré en termes de la faiblesse, je veux dire, de mobilisation de recettes, peut se permettre un tel train de vie pour un ancien président, pour des anciens premiers ministres, pour des anciens chefs de corps? Écoutez, je crois que la pratique, nous sommes en démocratie et que un certain nombre d'avantages sont conférés à travers le monde entier aux présidents, aux anciens présidents, aux anciens premiers ministres. Mais pas à cette hauteur, monsieur le ministre. Oui, mais vous m'avez posé la question, il ne faut pas m'interrompre, c'est mieux de m'écouter aussi, parce que sinon, finalement, c'est vous qui avez le monopole de la parole. Mais maintenant, en ce qui concerne la hauteur, je vous ai dit que la politique salariale présentée par le ministère du Budget, voté par le Parlement, donc par les élus du peuple, pourquoi est-ce que je vais aller donner un avis sur ce que les élus du peuple ont dit? L'effort à faire, bien entendu, et d'ailleurs ça n'a pas posé de problème jusque-là, l'effort à faire, c'est de poursuivre la marche vers l'élargissement de l'assiette fiscale pour avoir assez de recettes. Ça n'a pas posé problème. Vous êtes sûr? Alors que une catégorie des fonctionnaires n'est pas payée, alors que tous les autres... Quelle est cette catégorie qui n'est pas payée? On parle encore des nouvelles unités aujourd'hui, monsieur le ministre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, parce que là, vous ouvrez un autre chapitre, et je suis d'accord avec ça. J'étais reçu, en fait, disons que, toujours à la même émission, on m'a reçu, si ma mémoire est bonne, le 28 janvier de cette année. Une émission face à face, oui. Oui. J'étais face encore à Christian et j'avais dit que toutes les dépenses contraignantes seront rencontrées essentiellement, même si elle s'est faite pour un certain nombre de rubriques avec un décalage, mais toutes les dépenses contraignantes sont bel et bien rencontrées. Je l'ai dit. Si vous pouvez retrouver dans vos archives, je ne me dédie pas de ce que j'avais dit au mois de janvier. Willy Kalenga et Géopolis. Monsieur le ministre, une petite question pour nous échauffer un peu, clôturer ces dossiers de dépassement. Est-ce que y a-t-il un lien entre la gestion en mode d'urgence et les dépassements budgétaires? Y a-t-il un lien? Naturellement. Naturellement. Pourquoi, d'ailleurs, la question est bien posée? Parce que, vous le savez, au niveau de chaque service utilisateur de crédit budgétaire, il y a ce qu'on appelle les sous-gestionnaires de crédit. Et le rôle de sous-gestionnaire de crédit, c'est justement de s'assurer qu'il existe des crédits disponibles avant de procéder à l'engagement budgétaire.
Voilà pourquoi le budget qui est coulé en loi des finances exige le respect de la procédure pour que le sous-gestionnaire des crédits fasse son travail et voir la disponibilité des crédits budgétaires avant d'engager. Donc si un ministre veut faire un dépassement volontaire, ou les présidents ou les premiers ministres, la première des choses qu'il faut faire, c'est de paralyser la chaîne de la dépense. Je ne dirais pas ça, Il y a des urgences qui sont tout à fait... J'ai donné quelques cas pour des cas de calamité. Mais quelqu'un doit voyager en extrême urgence pour des raisons de santé, c'est une urgence. Mais il faut que ça soit le plus limité possible. Qui valide? Parce qu'en fait, le ministre des Finances, c'est lui finalement qui prend la décision de sortir les fonds du trésor public. Oui. Si la présidence a atteint ce chiffre de dépassement, vous avez signé chaque sortie. Vous avez accepté cela. Monsieur Kalingai, je crois que nous devons bien situer les choses. Nous parlons de l'exercice 2019. Oui. Et pour une bonne partie de cet exercice, je n'ai pas géré ça. OK ? Il fallait préciser cela. J'ai géré à partir du mois pratiquement de septembre. Pas pratiquement, le gouvernement a été institué le 6 septembre. Donc, je n'ai géré que le dernier trimestre. Et dans la mesure du possible, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour limiter les dépenses exécutées en mode d'urgence. Mais comme je l'avais dit, l'exercice 2019, je devais me présenter au nom de la continuité de l'État. Voilà, même si ce n'est pas moi qui... C'était un détail important à préciser. Alors, à gauche, il y a les dépassements, mais à droite, il y a ceux qui n'ont pratiquement rien reçu. C'est aussi une faute que de ne pas payer ce qui devait être donné mais je suis à ceux qui attendaient cela. Je suis d'accord avec vous. Alors, je prends un petit cas simplement. Quand nous regardons les chiffres de la Banque centrale au niveau de la rétrocession, on se rend compte que, et c'est quand même assez grave, c'est que les montants de rétrocession remis aux régies financières est 5 fois plus que celui qui est remis aux provinces. C'est quand même pas normal. Encore une fois de plus, c'est un problème de loi. Voyez-vous, les régies financières sont rémunérées sur base... évidemment, c'était selon des discussions que le pays a eues avec le Fonds monétaire, je crois à la reprise de la coopération structurelle en 2001. La philosophie, c'était de dire que pour endiguer le phénomène de la fraude fiscale, la fraude douanière, et mettre les agents des régies financières dans un certain nombre dans une certaine condition de travail, il fallait leur rétrocéder 5% de montant mobilisé. Donc, plus ils mobilisent, on leur donne ces 5%. Et ça n'a pas été déposé, et ça n'a pas été décidé seulement par le ministère des Finances. Faut-il même encore dire qu'en 2001, j'étais loin de savoir que je serais ministre un jour. Donc aujourd'hui, je suis en train d'exécuter cette disposition légale qui existe. 140 millions de dollars sur 10 mois qu'on donne aux régies financières, et les provinces ne reçoivent même pas non, le mais tiers. vous savez... Les provinces, quel est le... qu'est-ce qui justifie cela ? Vous savez, Monsieur Kalingai, les régies financières, j'en parle parce que avant de venir ici, j'étais directeur général des impôts, l'une des, ou la plus importante des 3 régies financières. Vous savez, l'État doit, en principe, beaucoup investir dans les régies pour les rendre plus opérationnelles. Mais dans les rétrocessions, il y a des fonds justement pour permettre aux régies de pouvoir... Ces ressources, ce n'est pas pour rémunérer le personnel forcément. Il y a une quotité pour le personnel, mais il y a une bonne partie qui va aux investissements pour améliorer l'outil de travail de ces régies de manière à mieux mobiliser pour le trésor public. Voilà. Une question, si Christian le permet. En tant que ministre de Finances, vous faites de la politique aussi de membre du gouvernement. Vous êtes certainement au courant que l'on pense que c'est vous qui bloquez l'action du président de la République. Et d'ailleurs, même des fatwas sont lancés contre vous. On suppose que vous êtes là comme un grand mercenaire, entre guillemets, pour torpiller l'action du président de la République et finalement pour paralyser ce gouvernement, afin que le président ait un bilan négatif. Vous avez certainement entendu ces choses-là. Au début, peut-être on peut en rire, mais ça persiste. Ça devient des politiques publiques, ça devient des prises de position politiques. Que répondez-vous à tout cela? Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire, mais là je me pose d'ailleurs une question. Pourquoi je vais bloquer le président? C'est pour obtenir quoi?
J'ai souvent entendu ça, et j'en ai personnellement parlé avec le président de la République plusieurs fois. Commençons par dire ceci. Je n'ai pas reçu mandat ni de mon parti politique, le PPRD, ni de ma plateforme politique, le FCC, d'être nommé ministre pour bloquer le chef de l'État. Et j'espère que les gens comprendront une fois pour toutes. Moi, j'exécute et je délivre le travail conformément aux prérogatives constitutionnelles qui sont imparties au ministre des Finances et en âme et conscience. Maintenant, le problème se trouve à quel niveau? Je vais vous expliquer. Vous savez, on dit l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Le rôle du ministre des Finances, ce n'est pas de s'occuper seulement du paiement. D'ailleurs, il faut même dire que ça a évolué parce que dans notre pays, le ministre des Finances est transformé en agent payeur. Dans beaucoup de pays, y compris d'ailleurs dans ce pays, le paiement, ce n'est pas le travail du ministre des Finances, c'est le paiement de la direction du Trésor, c'est le travail de la direction du Trésor de l'ordonnancement ou de l'ordonnateur délégué, parce qu'il y a un ordonnateur délégué à qui le ministre délègue le pouvoir. Tout ministre joue d'abord un rôle stratégique et opérationnel. En ce qui concerne le ministère des Finances, c'est défini par la Constitution. La politique de l'endettement, la politique fiscale, la politique de coopération au développement, la politique des assurances et tout un tas de politiques. Maintenant, pourquoi cet état des choses? Je vais vous dire que nous sommes gouvernement en 2019. Nous commençons à prendre en charge quelque chose qui n'a pas été budgétisé dans l'exercice 2019. C'est la gratuité de l'enseignement. Aucun gouvernement avant ne l'a fait. La gratuité veut dire que tout ce que les parents payaient, au niveau primaire bien entendu, on ne peut plus payer. Et donc, du coup, ça réduit sensiblement la capacité de l'État, de par le trésor public, à rencontrer la plupart des dépenses. Mais en même temps, le ministre des Finances doit garantir ce qu'on appelle, et ça personne ne l'a dit, la stabilité du cadre macroéconomique, on s'est compris, la stabilité de taux de change, la stabilité des prix intérieurs. Ça, on n'en parle pas. Pourtant, cette stabilité, elle est maintenue. Et quand ça bouge un peu, on dit toujours encore une fois de plus que c'est le ministre des Finances qui ne fait pas son travail. Mais pour garantir la stabilité, parce que le problème au Congo, c'est que les déficits budgétaires ont souvent été monétisés, c'est-à-dire financés par les avances de la Banque centrale. Mais on appelle ça avance pourquoi? Parce que la Banque centrale crée de la monnaie ex nihilo pour rencontrer les besoins supplémentaires de l'État. Et on suppose... En français facile, fait tourner la planche à billets. Fait tourner la planche à billets. Et donc, on suppose qu'après, l'État collecte l'impôt pour pouvoir rencontrer ses avances. Et ça permet de détruire cette monnaie qui a été créée. Mais si la collecte est inférieure à ce qui a été émis, ça fait ce qu'on appelle une création monétaire nette qui se retrouve sur le marché d'échange et qui alimente également donc, la hausse des prix des biens et services. Alors, le rôle du ministre, c'est de jouer cet équilibre-là. Avec les ressources disponibles, il faut payer en commençant par les extrêmes urgences. Mais les extrêmes urgences, c'est quoi? Ce sont les dépenses contraignantes, les rémunérations. Et s'il en reste quelque chose, vous commencez à rencontrer les autres dépenses. Je vais vous dire, par exemple, vous savez, l'enveloppe salariale pour l'année passée, ça oscillait autour de 300 milliards de francs congolais mensuellement. L'enveloppe salariale pour cette année, c'est autour de 420 milliards de francs congolais mensuellement. Les effectifs de la fonction publique prise en charge par le Trésor public, l'année passée, c'était de 1 267 000 agents. Et cette année, c'est de 1 412 000 agents. Donc, il y a environ 150 000 agents supplémentaires. Donc, il est arrivé des moments où les ressources n'ont permis que de payer et les ressources, en fait, les salaires ont consommé 90% des ressources. Il reste environ 10%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des gymnastiques pour rencontrer ce qu'il faut rencontrer. Et 1% pour les investissements. Nous ne pourrons jamais nous développer. Mais justement, 1%. Mais justement, vous allez comprendre. Vous savez, M. Kalengai, pour ceux qui ont encore souvenir, moi, j'avais dit, lorsque nous discutions sur le budget de l'exercice 2020, que je n'ai pas dit que le Congo n'est pas en mesure d'atteindre un budget de 10-11 milliards. Mais il faut beaucoup de réformes pour atteindre ces niveaux de budget. Et donc, le budget a été voté pour autour de 11 milliards. Il s'exécute
dans une optique virtuelle de 11 milliards, alors qu'en recette, vous êtes autour de 5 milliards, donc il y a un décalage, c'est tout. Mais pourquoi bloquer le président de la République? Pourquoi bloquer? Et d'ailleurs, vous savez, je me suis même posé cette question hier, parce qu'on dit que je bloque la présidence, mais finalement aussi, je bloque la Régie des eaux, je bloque la SNEL, je bloque Léopard, je bloque les balayeurs. En réalité, justement, on n'a plus d'argent, on ne peut pas avoir des ambitions au-dessus de nos moyens. Vous ne les dites pas suffisamment bien. Par la Régie des eaux, SNEL, tout ça, toutes ces entreprises-là ne reçoivent plus rien de l'État. Plus rien. L'État demandait qu'on fasse 2 mois de consommation gratuite. Mais ce sont des sociétés... Et vous n'avez rien donné à ces sociétés. Ce sont d'abord des sociétés commerciales, on va donner, on finira par donner, mais ce sont des sociétés commerciales qui sont censées, au-delà de l'État... Avec un actionnaire majoritaire qui est l'État congolais. Oui, tout à fait. Et l'État congolais qui n'a rien mis dans ces sociétés-là. Attention, commercial pour rien. Attention avec ce que vous dites, M. Willy Kalengai. Qui ne paye pas ses factures. Attention, M. Willy Kalengai. L'État congolais prend énormément d'engagements internationaux, que ce soit au niveau de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour mettre à la disposition de ces sociétés pour améliorer l'outil de production et améliorer leur réactivité. Donc, dire que l'État congolais ne met rien... Sur votre table, je termine par là, sur votre table, il y a les factures de consommation des institutions de la République, de la SNEL et de la Régie des eaux. Ça semble que c'est une grande farde parce que vous ne la lisez presque plus jamais. Les factures de la Régie des eaux et de la SNEL, consommation de l'État. L'État doit payer ce qu'il consomme. Oui, je l'ai dit, je vous ai donné les chiffres. J'ai dit, si vous avez 420 milliards de recettes mensuellement et que vous payez des salaires de 410 milliards, il vous reste 10 milliards pour gérer tout le reste, mais on programme dans l'année, dans la mesure du possible, pour rencontrer certaines dépenses dès que les ressources sont nécessaires. Il ne vous reste que 10 milliards, tous les salaires sont payés, mais vous arrivez à faire des excédents dans tout ce qui est rubrique institutionnelle. Willy Kalengai l'a bien dit, reconstruction c'est 10%, tourisme 22%, développement rural 11,7%. Vous revenez encore sur la reddition des comptes. Ça c'est 2019. Je pensais que, parce que ces chiffres sont de 2019. Je veux évoluer. Oui. Vous avez dit que le ministère des Finances doit, lui, appliquer certaines choses parce que la loi est ainsi faite. Tout ne serait donc que problème de loi. À qui incombe alors la responsabilité de changer cette loi quand ces lois ne participent pas au développement du pays? Comment aussi sont établies les priorités de paiement? Pourquoi des ministères ont beaucoup et d'autres moins? Non, disons qu'il y a certains ministères certains ministères pour des raisons évidentes. Vous savez, je donne l'exemple, quand vous avez des problèmes d'intégrité de notre territoire, donc, et nos populations qui sont menacées, donc on ne peut qu'intervenir pour ce genre de choses. Et c'est des situations qui ne sont jamais prévues dans le cadre du budget au préalable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces lois? Disons qu'on les change aussi bien en recettes qu'en dépenses. C'est ainsi que le ministère des Finances participe en ce qui concerne les prévisions budgétaires avec de lois, des mesures fiscales d'un côté pour améliorer les niveaux de recettes, mais également un certain nombre de mesures pour contrôler l'exécution des dépenses, parce que si les dépenses sont bel et bien contrôlées, on peut dégager des ressources nécessaires pour affecter ailleurs, mais surtout le respect des procédures pour éviter que beaucoup de secteurs puissent en évincer d'autres, comme vous avez dit, en ce qui concerne par exemple la surconsommation qui fait dépasser finalement les niveaux des investissements dont on a besoin pour produire des externalités positives dans le système. On a parlé des dépenses, vous avez rappelé que vous étiez, avant d'être ministre des Finances, directeur général de la Direction générale des impôts. Parlons recettes. Oui. Mini-scandale aussi. Oui. Des exonérations, 53% des recettes en exonération à la DGDA sans avantage évident. C'est un des responsables de la DGDA qui disent vous donnez, semble-t-il,
pas forcément aux meilleures personnes, des exonérations. Pourquoi je dis pas forcément à certaines personnes? Parce qu'il y a des sociétés qui ont pignon sur rue, qui travaillent normalement, qui payent leurs taxes, qui se retrouvent en concurrence avec d'autres sociétés qui ne payent pas leurs taxes et qui donc peuvent vendre moins cher. Quels sont les avantages de toutes ces exonérations? À quand la fin de ces exonérations qui ne donnent pas plus à l'État? Voilà, mais c'est une très bonne question parce que ça fait couler beaucoup de salive ou beaucoup d'encre. Christian, vous savez, il faut, et j'espère que ça va être bien capté, le ministre des Finances n'est pas à l'origine des exonérations. Les exonérations procèdent des 19 textes de loi. Il y a 19 textes de loi qui octroient des exonérations en République démocratique du Congo. De ces 19 textes de loi, il n'y a qu'un seul texte qui est du pouvoir du ministre. Ce sont des exonérations accordées au marché sur financement extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, où nous recevons un don, les institutions disent nous ne pouvons pas vous donner un don et nous payons encore des taxes, droits, sur ce que nous vous avons donné en don. C'est tout à fait logique. Quelqu'un vous donne, il dit je vais construire une école pour vous gratuitement, mais vous n'allez pas lui demander de payer des impôts sur ce qu'il vous a donné. C'est tout ce qui relève de la compétence du ministre des Finances. Toutes les autres exonérations, pour n'en citer que quelques-unes, viennent du ministère de l'Agriculture, ok, viennent de ce qu'on appelle les codes des investissements, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut investir passe par l'ANAPI, il y a toute une commission là-bas, pas dirigée par le ministère des Finances, dirigée par le ministère du Plan, ok, et auquel participent tous les ministères sectoriels. Quand l'ANAPI a validé ces investissements, ces projets d'investissement, ces projets font l'objet de ce qu'on appelle un arrêté interministériel entre le ministère du Plan et les ministères des Finances. Le ministère des Finances pourrait dire à ce moment-là, non, mais cela ne nous... Mais vous, vous avez la main quand même. Est-ce que je peux terminer? Donc, il y a beaucoup d'exonérations qui sont recheckées, si je peux le dire, au niveau du ministère des Finances, et où on dit ça, on ne peut pas accorder. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Si vous quittez mon bureau, vous allez au bureau du conseiller en charge des questions fiscales, vous allez trouver toute une pile pendant plusieurs mois en train d'attendre parce qu'on est en train d'examiner exonération par exonération. Donc, je veux dire que ce n'est pas le ministre des Finances qui est à l'origine des exonérations. L'origine, ce sont les 19 textes de loi. Si on veut corriger le volume des exonérations, et je l'ai toujours dit, moi j'ai eu le temps d'en parler personnellement avec le président de la République, personnellement au Conseil des ministres, que le gouvernement doit évaluer l'opportunité d'avoir 19 textes de loi pour se priver des ressources. Le gouvernement se prive des ressources. Maintenant, dire que le ministre des Finances accorde des exonérations à des gens qui choisissent, mais c'est une aberration parce que ces personnes ne sont pas en contact avec moi. Ces personnes sont en contact à l'origine avec l'ANAPI. C'est des gens que je connais d'ailleurs pas. Je n'ai jamais vu personnellement quelqu'un au profit duquel j'ai signé une exonération. Jamais. Mais, vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle l'état des droits. Nous le chantons tous les jours. Ça veut dire qu'il faut respecter nos propres textes. Oui, mais nos textes, vous dites... Nos textes... Non, attendez, Christian. Si vous avez dit que oui, vous êtes investisseur, l'État dit, si vous voulez investir dans un domaine donné, je vous donne quelques facilités. Il amène les documents nécessaires, vous voyez qu'il a les documents, et que vous lui donnez les facilités, mais il faut donner. Mais maintenant, le rôle de l'administration douanière, dans ces contextes précis, c'est de faire ce qu'on appelle les contrôles des destinations. Parce que je suis d'accord qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des exonérations, et au lieu de les utiliser à bon escient, les ont vendus. Depuis que je suis ministre, on en a déjà attrapé un. Quelqu'un qui a bénéficié de exonérations au titre de code des investissements parce que, bon, il voulait construire, soi-disant, un hôtel à l'est de la République. Il fait entrer des ciments au niveau de Loufou et les services de douane
ont demandé, mais pourquoi vous voulez construire là-bas? Les ciments pouvaient venir de l'Est, de la Tanzanie, de l'Ouganda, mais ça vient d'ici. On l'a attrapé, non seulement qu'il a payé des pénalités, sur mon instruction, mais on lui a retiré, il a payé les droits éludés, il a payé les pénalités, et on lui a retiré. Donc le rôle de l'administration, c'est de se lancer au contrôle des destinations de toutes les exonérations, même si elles sont légales. Mais il faut les contrôler. Perte sèche, 5 milliards par an selon l'IGF. C'est l'IGF. C'est l'IGF. Bon, vous savez, les chiffres, on en a donné. Vous savez, il y a quelqu'un bien avant qui avait dit qu'on perd aussi 15 milliards. C'est faux. Mais quelqu'un l'avait dit. Avant l'IGF, quelqu'un avait dit qu'on perdait 15 milliards au titre des exonérations, de tout ça. Mais quand on Patient Ligodi, actualité.cd. Votre nom va se retrouver également sur les réseaux sociaux et il se retrouve dans le cadre notamment du blocage supposé du dossier du passeport. Où est-ce qu'on en est? Mais voilà, mais tout ça, bon, c'est dramatique que la République se gère sur les réseaux sociaux. Vous savez, je vais faire juste une parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Moi, je crois que l'administration doit respecter des règles. Et l'une des règles de l'administration, c'est la sérénité. J'ai appris que je bloquerais des passeports. Mon Dieu. Madame, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères m'a fait parvenir, il y a 2 semaines, je reçois des documents pour signer un contrat, un marché avec une firme qui doit produire des passeports. Je reçois aujourd'hui, c'était un jeudi, et le lendemain, j'apprends que je bloque. Vous recevez jeudi et le vendredi, on dit que vous bloquez. Mais vous savez, monsieur Ligodi, quand vous recevez un document en administratif, j'ai l'avantage, avant de devenir ministre dans ces ministères, d'avoir été chargé d'études, conseiller, directeur des cabinets. Quand vous recevez un document d'un marché public, il faut faire les diligences nécessaires. On vient d'en parler en ce qui concerne les exonérations. Donc il faut que les services juridiques analysent tous les documents pour s'assurer que le marché a été attribué conformément aux lois. Et le lundi, j'ai reçu jeudi et le lundi, j'avais signé. Après... Donc c'est signé. Mais ça a été signé depuis très longtemps. Ça a été signé depuis très longtemps. Je ne sais même pas de quoi on parle. Voyez-vous, je me demande... Bon, et puis, vous savez, s'il faut relancer un dossier qui se trouve chez un ministre, c'est pas dans les réseaux sociaux, on lui écrit un courrier pour dire j'attends, je vous avais envoyé tel dossier qui traîne encore, je reçois, je vous ai dit jeudi, lundi je signe, mais entre-temps vendredi je vois sur les réseaux sociaux que j'étais en train de bloquer. Je trouve ça une aberration. Mobilisation des recettes, vous avez commencé d'en parler. Oui. La faiblesse de votre gouvernement, c'est sur le plan justement de cette mobilisation des recettes. Mais pourquoi on ne parvient toujours pas à mobiliser à la hauteur des besoins du gouvernement? Je vais vous expliquer, et ça je pense que c'est trop simple d'ailleurs à dire. Vous savez, les recettes proviennent de quoi? Les recettes proviennent des impôts. Il y en a 4 gérés par la Direction générale des impôts. L'impôt sur la rémunération, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, donc la consommation, l'impôt mobilier, donc tout ce qu'on paye sur les dividendes, tout ça là, et puis l'impôt sur l'impôt sur le bénéfice et les profits, 4. Et puis vous avez à la douane les droits des douanes, les droits d'accise, tout ça là. Et puis les différentes taxes qui sont gérées par la DGRAD avec les ministères sectoriels. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ressources de l'État proviennent d'une ponction sur la richesse nationale qu'on appelle le PIB. Voyez-vous? Si au cours d'une année, vous êtes en croissance, les recettes croissent. Ça, c'est pas moi. Voyez les chiffres à l'international. En 2020, l'économie mondiale va connaître un coût d'environ de une récession. Ça veut dire une destruction des richesses. Donc,
autour de moins 4,4%. Ce n'est pas moi qui fais ces chiffres-là. En RDC, on estime que ce sera moins 2,2%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'emplois. S'il y a moins d'emplois, l'IPR, l'impôt professionnel sur la rémunération, qui va payer parce que dans les mines, on licencie les gens pendant un temps donné, ok, dû à la pandémie, c'est pas moi. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, le gouvernement, pour accompagner la consommation, donc je vous ai dit la TVA, c'est la taxe sur la consommation, mais également accompagner les entreprises, avait pris un certain nombre de mesures au mois de mars, des mesures de mitigation des effets pervers de la pandémie, pour empêcher que la consommation baisse et que les entreprises se trouvent en difficulté. Le gouvernement s'est délesté d'un certain nombre de recettes. Il y avait des mesures de suspension de la perception de la TVA sur un certain... Donc, l'État s'était privé des ressources. Même si, personnellement, je n'étais pas d'accord avec ça, mais faisant partie d'un gouvernement, il y a la solidarité gouvernementale, j'accepte, bon, c'est cela. Mais d'un côté, l'État perdait des recettes et prenait des engagements en dépenses supplémentaires. L'État dit, ne percevez pas la TVA, mais supportez la gratuité de l'eau. Voyez l'exercice. Vous diminuez vos recettes, mais vous augmentez vos propres dépenses. Ça veut dire que vous n'êtes pas entendu par les autres membres du gouvernement? Bon, parce que vous l'avez dit après coup, mais non. Ah, mais évidemment, vous savez, les délibérations au sein du gouvernement ne doivent pas être portées sur la place publique. Ça, c'est encore une autre culture que je vois de plus en plus quand j'étais conseiller, directeur de cabinet. Je ne voyais pas ce que le gouvernement dit en Conseil des ministres sur la place publique. Donc, lors des délibérations du Conseil des ministres, si l'ensemble des collègues ministres estiment qu'il faut aller dans tel sens, même si c'est contre vos arguments, vous devez vous soumettre à ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. En parlant justement de cette question de mobilisation des recettes et les écarts qu'on retrouve, vous avez déposé un collectif budgétaire de 5,7 milliards de dollars au Parlement. Oui. Et pourtant, il est impossible que cette année, vous mobilisiez jusqu'à 5 milliards de dollars. Est-ce que ces collectifs budgétaires est réaliste? Quand on sait, par exemple, fin octobre, on était à 3,4 milliards de recettes seulement. Non, il y a ceci, voyez-vous, donc il y a d'un côté les recettes, le collectif budgétaire, un budget, il y a les ressources intérieures, mais il y a également les ressources extérieures. Nous avons reçu quelques appuis budgétaires et on en entend encore. Donc il faut intégrer ces appuis budgétaires pour faire le chiffre de 5,7 milliards. Alors je vais terminer avec cette question. Quand on vous suit, on regarde également ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ce gouvernement de coalition, vraiment, ça vaut la peine? Parce qu'il y a beaucoup de contradictions et ça paralyse l'État. Ben, écoutez, moi je vais être franc avec vous. Je l'ai dit, la coalition vaut la peine parce que d'un côté, il y a le président de la République qui a été élu par suffrage universel, mais il n'a pas eu la majorité au Parlement, qui a été obtenu par un autre camp politique qui est le FCC. De mon point de vue, la cohabitation, c'est-à-dire qu'un président de la République qui règne, mais qui n'a pas le gouvernement, n'a pas... Non, je pense que ça allait encore être pire que ce que nous sommes en train de vivre. Le message, à mon avis, le vœu, c'est que on doit plutôt se comporter. Nous sommes toujours une coalition, le cas chez les FCC. Nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, une coalition. Et je pense que nous ne devons pas nous comporter comme des gens qui sont en conquête du pouvoir. Parce que quand on est en conquête du pouvoir, bon, tout est permis, on s'élance des colibés, on condamne les uns et les autres, ainsi de suite. Mettons-nous au travail, c'est tout. La population n'a pas besoin de tous nos colibés, de tous nos tirs croisés sur les sites internet, les réseaux sociaux, les médias interposés. Ce dont on a besoin, c'est de réflexions stratégiques pour améliorer le sort de la population, améliorer les recettes, et voilà, c'est tout. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur le ministre, je reviens sur le dossier exonération, la suppression de certaines exonérations. Ça a été débattu et décidé en Conseil des ministres. À vous entendre parler, je suis un peu perdu. Alors, à quel niveau ça bloque? L'IGF a recensé plus de 1300 exonérations en RDC. À quel niveau ça bloque la suppression de celles qui constituent un manque à gagner Bon, voilà. Là, le Conseil des ministres, je vais vous dire, le Conseil des ministres a dit qu'il faut suspendre les exonérations
illégales. D'accord ? Donc, on n'a pas dit de suspendre les exonérations. Il faut suspendre celles qui sont illégales. Dans tous les cas, je peux vous dire que suspendre toutes les exonérations, moi, ça me ferait du bien. J'ai besoin de beaucoup de ressources pour avoir un peu de paix. Ça, vous l'avez dit, mais c'est quoi le attendez, problème ? mais je vais vous expliquer justement. L'inspection générale des finances qui a fait cette mission de contrôle, au moment où je vous parle, en tant que ministre des Finances, je n'ai jamais vu de rapport de mes yeux. On en a parlé par le chef de l'État au cours d'une réunion de conseil des ministres. Le Premier ministre, j'ai jamais vu. Mais voyez-vous, la personne qui doit recevoir le rapport sur les exonérations, d'abord, par procédure contradictoire, c'est-à-dire voir le service concerné, c'est le ministère des Finances, dit, voilà, nous avons recensé telles exonérations qui sont illégales, mais on va les suspendre. C'est tout ce que je demande jusqu'aujourd'hui. J'ai jamais vu ce rapport. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de rêver, il n'y a même pas d'avancée. C'est pas un problème de rêver, on ne rêve pas. L'État fonctionne selon des règles. Donner le rapport, on voit la liste des exonérations dites illégales, je dis bien, conformément au Conseil des ministres, et puis après on les suspend. Mais le ministère, au moment où je vous parle, n'a jamais reçu un quelconque rapport sur les exonérations dites illégales. Vous dites que vous ne bloquez pas. Mais par contre, j'insiste. En attendant, j'ai continué d'insister auprès de la Direction générale des douanes qu'il faut intensifier les contrôles des destinations. C'est très important, j'insiste, parce que j'ai dit, la plupart de ces exonérations sont obtenues et finalement sont trafiquées, sont vendues. Donc, pour les savoir, même si elle est obtenue de manière légale, il faut qu'il y ait une mission de contrôle pour rétablir, au cas où fraude avérée il y a, l'État dans ses droits, pénaliser et retirer les titres d'exonération qui a été consenti. Voilà. Vous dites que vous ne bloquez pas le président de la République, mais certains cadres de son parti ont évoqué certains faits, notamment des dossiers de la Cour constitutionnelle jamais payés, des fonctionnaires, aujourd'hui agents et fonctionnaires de l'État qui ne sont pas payés. On parle même des militaires et des policiers, etc. Quel est le problème aujourd'hui, monsieur ? Non, mais je pense que, je venais de dire, vous avez, je crois que c'est M. Ligodi qui a posé la question sur la coalition. Non, nous fonctionnons malheureusement en mode conquête du pouvoir alors que nous devons exercer le pouvoir. Et donc, beaucoup de contre-vérités. J'ai commencé par répondre à votre question. Pourquoi bloquer le président de la République ? Vous voulez savoir qui sont payés, qui ne sont pas payés ? Vous êtes journaliste. Allez à la Banque centrale, parce que c'est la Banque centrale qui paye. Les fonctionnaires nous l'ont dit. Non, allez, mais justement, allez vérifier à la Banque centrale. Vous savez, je vais vous expliquer. Les salaires sont liquidés trimestriellement, ok ? Et le ministre des Finances, il procède à ce qu'on appelle l'ordonnancement de ces salaires. Allez voir, au niveau de la Banque centrale, les dates. Généralement, le même jour quand je reçois les titres de paiement, je les libère immédiatement le même jour. Aujourd'hui, monsieur le ministre. Oui, pour être plus concret. Non. Aujourd'hui, je peux dire qu'il reste une catégorie qui n'est pas encore payée. Les militaires. D'ailleurs, je vais vous dire, les militaires sont payés en priorité. Moi, quand je suis devenu ministre des Finances, c'était d'abord les enseignants. J'ai inversé. C'est l'armée, qui touche bien avant. L'armée, au moment où nous parlons, l'armée a déjà été payée pour le mois d'octobre, totalement. Deuxièmement, c'est la police qui vient après l'armée. Troisièmement, c'est les enseignants. Quatrièmement, ce sont les médecins. Et les autres corps viennent progressivement, donc jusqu'au niveau des cabinets ministériels. Je vous ai dit, et je l'ai répété ici, j'ai tenu ces discours le 28 janvier 2020, toujours un peu dans le même cadre. Je dis, les dépenses contraignantes sont toujours rencontrées, même si pour certaines rubriques, elle s'est faite avec un décalage en fonction de la trésorerie à la Banque centrale. Mais il n'y a pas de blocage. Alors, pour répondre au problème de blocage, je dis, il faut me dire sur quel dossier concrètement... Dossier de la Cour constitutionnelle, j'ai été précis. Mais allez à la Banque centrale voir si les directions, les titres de paiement de la Cour... Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de titres qui sont logés à la Banque centrale. S'il y avait ce qu'on appelle le fameux DTO, les gens courent derrière le document qu'on appelle DTO. Les DTO, c'est les documents du Trésor et de l'ordonnancement.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une partie qui est réservée au ministre. L'intitulé de cette partie, c'est « Décision du ministre ». La Cour constitutionnelle, pourquoi je ne vais pas la payer? Pourquoi? C'est des fonctionnaires. Tout le monde est payé. D'abord, en termes, peut-être que là, vous parlez des différentes mises à disposition de fonds. Il ne faut pas confondre. Les rémunérations sont payées. Les mises à disposition de fonds, c'est quoi? C'est des frais de fonctionnement, c'est des frais opérationnels, mais généralement, les ministères, pour faciliter, disent mise à disposition de fonds. On ne consomme pas des crédits de l'État par une mise à disposition de fonds. On engage sur base des documents précis. Mais quand vous faites une mise à disposition de fonds, ça n'a pas de sens. Mais les rémunérations de tout le monde est bel et bien payées. Et comment vous expliquez les propos du secrétaire général AI de l'UDPS qui ont été très durs à votre endroit? Ignorance. Ignorance et mauvaise foi, c'est tout. Dernière question, monsieur le ministre. Je vous considère un peu comme une mère qui a sur sa table autant de priorités pour ses enfants. Oui. Comment vous expliquez que certains, comme j'ai entendu lors du débat sur la reddition des comptes, certains secteurs comme la pêche élevage, l'agriculture, etc., n'est même pas connu de début d'exécution de leur ligne budgétaire, alors que d'autres sont largement dépassés. Là, vous revenez encore à la reddition des comptes de 2019. Parlons. Non. Tant qu'il y aura des plaintes sur des dossiers bloqués, non payés aux finances. Mais attendez, je vais vous expliquer. C'est comme ça que je dis que l'État ne se gère pas sur la place publique et sur les réseaux. Je suis économiste des formations. Voyez-vous, c'est moi qui ai impulsé ce qu'on appelle les programmes d'urgence pour atténuer les effets de la Covid, mais également un programme de relance. Et dans ces programmes de relance que moi j'ai impulsés, j'en ai parlé d'abord avec le président de la République, j'en ai parlé avec le Premier ministre, et le programme a été conçu au niveau du ministère du Plan. Ces programmes disent quoi en ce qui concerne la relance? C'est-à-dire qu'il faut mettre des ressources à la disposition des 3 secteurs stratégiques, qui sont l'agriculture, les secteurs de pêche et élevage, et le 3e secteur est le secteur du développement rural. C'est moi qui ai impulsé cela. Et c'est moi, en plus, qui ai négocié avec la Banque africaine de développement pour disposer des ressources nécessaires pour financer ces programmes-là. Ils n'ont rien reçu? Oui, mais... Non, qui vous a dit ça? L'agriculture a déjà reçu une bonne partie. Pêche et élevage a reçu un début d'exécution. Il faut pas suivre ce que disent les réseaux sociaux. Je parle du débat à l'Assemblée nationale. Mais vous parlez de 2019. Je parle de 2020. Parce que la reddition des comptes, je vous ai dit que c'est un exercice des continuités. J'ai fait un devoir des continuités, ce qui a été exécuté avant moi, mais je devais rendre compte. Mais là, je vous dis ce qui est en train d'être fait. Willy Kalengai. Et je peux terminer. La Banque africaine de développement, sous mon impulsion, a donné un appui budgétaire en don de 100 millions de dollars. Une partie va financer ce qu'on appelle les zones économiques spéciales à Maluku. C'est moi qui ai négocié ça. Voyez-vous, je suis un ancien des institutions, je connais, je sais, si on a des difficultés d'avoir des ressources internes pour tel objet, je peux négocier ça à l'extérieur, et c'est ce qui a été fait. Le Premier ministre a remis les titres de propriété aux développeurs. Les ressources de la Banque africaine de développement sont arrivées cette semaine. On va les mettre à disposition du ministre en charge de l'industrie pour lancer ce secteur-là, qui est un secteur stratégique, les zones économiques spéciales. Willy Kalengai, Monsieur le ministre, peut-être une dernière question. Vous avez la réputation d'être un grand intellectuel, un génie dans le domaine de l'économie. Ministre des Finances, vous avez aussi la responsabilité d'élargir l'assiette, donc de diversifier les moyens de l'État. Depuis que vous êtes ministre, qu'avez-vous inventé, je parle bien de bon inventé, de nouveau pour que l'assiette fiscale puisse s'élargir? Parce que l'État récolte de l'impôt, certes, mais sur une petite assiette. Il faut élargir l'assiette fiscale. Et c'est un des rôles du ministre des Finances. Mm-hmm. Et qu'avez-vous fait depuis? Mais beaucoup. Je vais vous expliquer. D'abord d'un point de vue opérationnel, mais également d'un point de vue stratégique. D'un point de vue opérationnel, qu'est-ce qu'il faut pour élargir l'assiette? Il faut assez de recensements pour capter dans la base des données de l'administration fiscale
toutes les sociétés ou toutes les activités économiques qui n'ont pas été captées. Et donc, certaines... De l'informel au formel. Oui, de l'informel au formel, ou même il y a des sociétés qui sont dans le formel, mais qui ne sont pas captées. Donc, ça, c'est un exercice sur lequel j'ai énormément travaillé, et l'assiette fiscale, en dépit des difficultés de la pandémie, aujourd'hui, si vous allez à la DGI, vous verrez que depuis qu'on a suspendu les mesures de perception de la TVA, sur les denrées de première nécessité, les recettes sont en train d'augmenter sensiblement, notamment en ce qui concerne la TVA. La TVA, au début de l'année, la DGI récoltait autour de 50-60 milliards de francs congolais, 70 maximum. Aujourd'hui, la TVA atteint 120 milliards mensuellement. Ça, c'est d'un point de vue opérationnel, mais il y a beaucoup. D'un point de vue stratégique, vous savez, le système fiscal congolais est désuet. Il faut le refondre. J'en ai parlé avec le chef de l'État qui m'a donné le go. Mais moi, je ne suis pas pour le populisme dans... Écoutez, réunir les gens sous le haut patronage du chef de l'État, réforme fiscale. Non, non, pas du tout. J'ai inversé la machine. Je dis il faut mettre en place une équipe d'experts composée des anciens responsables des régies financières. Il y a M. Lokadi qui est un ancien... Un Congolais valable qui a dirigé la Direction générale des impôts, qui est en train de diriger une équipe d'experts avec des anciens de douane, des anciens de la DGRAD, quelques députés, quelques sénateurs, pour repenser le système. Et ce n'est qu'une fois que c'est repensé que ça va donner lieu à des réformes de loi. Parce qu'il y a des lois qui ne sont pas bonnes. Je donne un exemple. L'État se prive de beaucoup de ressources. L'État dit par exemple que si vous êtes une société immobilière, vous avez des appartements, vous ne payez pas l'IRL, l'impôt sur les revenus locatifs, mais vous payez l'IBP. Mais la stratégie des sociétés, c'est quoi? Elle paye ni l'IBP ni l'IRL. Pourquoi? Parce qu'elle dit non, non, à la fin de l'année, j'ai fait de pertes. Comment vous avez des appartements, vous avez fait des pertes? Alors qu'il y a des pays en Afrique où on peut bien être assujetti à l'IRL, à l'impôt sur le revenu locatif, tout en payant l'IBP. Et donc, il y a des lois qui nous privent, nous-mêmes, Congolais, des ressources. Nous devons repenser ces lois. Deuxièmement, il y a des réformes structurelles. Est-ce que les régies financières doivent rester telles qu'elles sont? Est-ce qu'il ne faut pas les fusionner? Il faut questionner toutes ces histoires-là. Et troisièmement, les réformes au niveau des ressources humaines. Aujourd'hui, moi, j'étais directeur général des impôts. On peut dire que le processus des recrutements dans les régies financières qui sont assez politisé. J'ai toujours dit qu'il faut que les régies financières sortent du giron politique ou pour nommer, il faut des accointances politiques pour prendre ceci-là. Ce sont des administrations fiscales. Donc, il y a toutes ces questions stratégiques qui vont permettre à terme d'améliorer l'assiette fiscale. Voilà. Merci à Willy Kalengai de Géopolis Hebdo et Géopolis Télévision. Merci à Patient Ligodi d'actualité.cd. Merci à Thierry Kamboudi de Top Congo FM. Monsieur le ministre, on va, en vous remerciant, se quitter avec quelques questions, à voir comment vos actes et leurs actes entraînent réaction hostile dans le chef du partenaire. Peut-on encore penser qu'il y a coalition? Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a coalition. Je l'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, il y a coalition. Tout ce qu'il faut faire, moi, c'est mon invitation. Vous savez, la vie est duale. La vie, tout est dual. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a les rires, il y a les pleurs. Il y a le travail, il y a la distraction. Là, on est un peu plus beaucoup dans la distraction. Je crois que, au titre de cette dualité existentielle, prenons une décision courageuse, travaillons, plutôt que de nous distraire. Mais avant de se mettre au travail, encore faut-il travailler dans la même direction. Certains peuvent travailler ou effectuer un travail qui s'oppose au travail de l'autre. Aujourd'hui, mais justement, quand je dis travail, Christian, c'est... vous savez, quand on s'engage en politique, je vais vous dire pourquoi, à mon sens, on s'engage en politique pour rendre du bien au plus grand nombre aux autres. Je vais vous donner mon cas personnellement. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, et je ne m'en cache pas, moi, je suis issu d'une famille très modeste de Barumbu. J'ai grandi ici à Barumbu. J'ai bénéficié, je suis devenu ministre, j'ai étudié grâce au Congo. Voyez-vous, j'ai étudié au collège Elika à Sainte-Anne. Ma mère, mon père c'était un comptable, ma mère faisait un peu de l'autoco, tout ça là.
C'est difficile aujourd'hui de voir les mamans qui font de l'autoco envoyer des enfants dans les grandes écoles et dans les grandes universités. Alors, je vais à l'école dans les meilleures conditions. Quand j'étais à l'école, 70% de mes enseignants, c'était pratiquement des expatriés. Voyez-vous, ici à Kinshasa. Et moi, j'ai quitté Barumbu pour étudier avec les enfants de ministres, tout ça, ainsi de suite. Je suis allé à l'université de Kinshasa, j'ai bénéficié de la bourse d'études pour étudier. Donc, je peux dire que l'État zaïrois, congolais, m'a pris en charge. En tout cas, en ce qui me concerne. Aujourd'hui devenu ministre, je ne dois pas me laisser dans la distraction. Je dis, qu'est-ce que je fais aussi pour que les enfants des autres, comme moi à l'époque, aillent dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités? Oui, mais aujourd'hui, l'action des partenaires semble s'annuler. Il n'y a plus de cohésion. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi appelle à des consultations. Le FCC, votre regroupement, semble ne pas vouloir consulter comme tout le monde. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision? Écoutez, moi je pense, vous savez, il y a un adage qui dit qui trop embrasse mal étreint. Je voudrais davantage embrasser l'économie et les recettes. Ça me pose déjà beaucoup de problèmes plutôt que d'en ajouter encore d'autres. Oui, mais quand la politique ne va pas, l'économique peut marcher. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas? Je leur rappelle chaque fois, regardez un peu l'économie, je fais ce travail-là. Je leur rappelle, occupons-nous un peu de l'économie davantage. Et cette situation ne vous force pas ou ne vous amène pas à porter quand même un avis sur le fait que ces consultations peuvent être le lieu où tout le monde s'entende pour que l'économie marche mieux? Mais je dois vous dire en toute sincérité que je l'ai dit et je vais le redire. Vous savez, d'un point de vue cérébral, il faut être structuré, savoir, comme je l'ai dit, qui trop embrasse mal étreint. Quand je viens au bureau, quand je suis à la maison, tout mon temps, je pense économie. Et j'ai pas d'espace pour d'autres questions, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je fais et je veux faire les recettes, je veux faire l'économie et je veux bien affecter les ressources. C'est déjà beaucoup de travail. C'est votre travail de ministre. C'est beaucoup de travail. C'est votre travail de ministre aussi d'être au Conseil des ministres et qui n'existe plus. Est-ce qu'il y a encore gouvernement dès lors? Mais le gouvernement disparaît par une autre décision qui est une ordonnance, qui remplace un gouvernement. Tant qu'il n'y a pas d'ordonnance qui remplace les gouvernements, il y a toujours gouvernement. Et les ministres continuent de délivrer. Aujourd'hui, si vous voulez être payé, mais qui fait ça? C'est le ministre des Finances, c'est pas le secrétaire général aux Finances. Comme à une certaine époque, ça existait, que c'était un gouvernement des secrétaires généraux, donc les ministères existent. Cette situation de non-conseil des ministres, le président de la République ne veut plus voir le Premier ministre apparemment, et il n'est pas en bonne relation avec les ministres, peut continuer. Je parle à l'économiste, je parle plus politique, je parle de cette situation peut continuer. Vous savez, le propre de l'homme, c'est que l'homme finit toujours par se dépasser, et l'essentiel, je pense que les solutions sont en train d'être trouvées pour revenir à la normale. Vous savez, parfois ce que je demande, c'est que nous soyons dans la normalité, c'est tout. Et la normalité finit par nous rattraper, même si on ne veut pas. Donc, nous convergeons vers la normalité, elle va revenir. Qui des deux est le moins dans la normalité? Je parle du pays globalement. La normalité, roulons normalement, travaillons normalement. Je parlais du partenaire. Qui des deux partenaires est le moins dans la normalité? Parce qu'on a parlé de reddition des comptes, Cour des comptes qui n'a pas été entendu. Les uns ont l'impression que c'est des coups bas à l'autre. Vous leur rétorquez que non, cela ne se passe pas comme ça. Est-ce que la mésentente ne serait pas plus de la responsabilité d'un que de l'autre? Bon, je ne suis pas dans une dialectique des condamnations de remontrance où je me montre pas pédant pour donner des leçons. J'estime que chacun doit faire sa part des choses, faire une introspection et dire est-ce que la population a réellement besoin de tout ce que nous faisons? Quand nous faisons cela, vous savez, j'étais en train de venir ce matin au travail et j'ai vu un enfant. Ça, j'ai l'habitude de le répéter, mais curieusement, j'ai vu cet enfant. Il pleuvinait. J'ai vu un enfant, un petit garçon d'environ 6 ans, 7 ans, qui portait un gros bassin rempli de mangues. Je me suis dit, mais au lieu de nous attaquer sur les réseaux, occupons-nous du sort de cet enfant. Il y a beaucoup de choses, voyez-vous. Il y a beaucoup de choses qui devraient nous capter. Donc, à mon avis, tout ce que je dis, remettons-nous au travail, faisons-nous confiance.
personne d'autre ne le fera à notre place, surtout nous qui sommes au pouvoir. Ne nous comportons pas comme si on est dans un exercice de conquête des pouvoirs. Comportons-nous comme une coalition qui a le pouvoir et qui travaille. Et pour travailler, il faut être dans la sérénité, il faut être dans la paix intérieure d'abord, vis-à-vis de soi-même. C'est pas pour rien que chaque fois que le Seigneur rencontrait des gens, même après son ascension, il disait « paix à vous ». Que les gens aient la paix et puis je crois que le reste va venir. Et avec votre esprit, merci beaucoup Monsieur le Ministre. Merci à vous chers auditeurs et téléspectateurs d'avoir été avec nous. Il est 21h passé de 12 minutes. Pas de journal de 20h ce soir. Rediffusion dans quelques instants de l'émission Le Débat de ce matin. Merci à l'équipe technique audio et vidéo. Merci à vous Monsieur le Ministre de nous avoir accueillis dans ce cadre. Je vous remercie. Nous sommes dans le bureau du ministre des Finances. Prochain rendez-vous avec l'actualité, je sens que ça va bouger. Demain, samedi, nous serons à Mbouela pour le lancement de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. Nous serons donc en direct YouTube dans la province du Congo central, près de Kisantu. Et dimanche, je vous retrouve avec l'émission Face à Face. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. L'actualité continue sur votre radio. À très bientôt. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.